Bien, chers amis, aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Hazel Marie Volk qui vient de faire un très beau livre sur la sagesse des ancêtres, hein. Et vraiment elle nous invite à avoir une relation très différente avec la Terre, car comme elle me le disait à l'instant, c'est pas la Terre qui a besoin d'être guérie, ce sont les hommes, hein. On a l'impression aujourd'hui qu'on est un peu dans une société hors sol, hein, à l'image d'une fleur coupée qui serait dans un bocal et qui croit que ça peut continuer comme ça jusqu'à temps qu'on continue à lui donner de l'eau, mais sans faire de racines. C'est un peu difficile de continuer à vivre, n'est-ce pas, ma chère Marie-Azelle? Oui, oui, tout à fait, Oui, oui. Azelle-Marie. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas Non, de non. souci. Un déracinement ou une impossibilité peut-être aux racines de s'étendre en profondeur ou quelque chose comme ça, oui. L'image que vous venez de donner, elle est belle. Voilà, on est dans une société matérialiste, faut employer le mot, qui a perdu son lien au vivant. Et c'est tout, justement, un petit peu tout ce que le thème de votre livre, en fin de compte, nos ancêtres avaient ce lien au vivant. Oui, Et oui, c'est ça. Oui. voilà. Et donc, pendant ces 260 pages, vous nous aidez à le retrouver. Merci, Azel-Marie, hein, Merci. parce que, parce que pour vous aussi, l'amour de la nature, ce ne sont pas que des mots. Je sais par exemple que vous avez passé une nuit avec un parapluie à faire ralentir les voitures pour permettre le passage des petits amphibiens. Oui, 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 C'est oui, ça pour permettre au magnifique, crapaud de traverser. Oui, oui, oui. hein. Oui. Parce que donc vous avez une grande partie de votre expérience qui s'est passée en Australie. Vous avez découvert beaucoup de choses avec certaines populations autochtones. Mais avant d'en arriver là, si vous pouvez nous partager un petit peu votre parcours. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, mon parcours, donc je suis originaire du Pas-de-Calais, hein, du Nord-Pas-de-Calais, hein, avec toute la famille qui avait migré, enfin la majorité de la famille qui avait migré de Belgique après la Première Guerre mondiale. Mais voilà, aussi loin que je puisse remonter, on est bien, bien du Nord, on est bien ch'ti et mes racines sont bien là-bas, quoi. Donc voilà. Par où commencer ou que dire sur mon parcours? Donc mon parcours, enfin voilà, je parlais entre 20 et 30 ans, mais euh, mon existence, je pense, dans la vingtaine, s'est résumée à une sorte de fuite en quelque sorte, je pense. J'étais photographe animalière par loisir, hein, pas professionnellement, et par passion. Et je pense que ce que j'ai trouvé dans la photo animalière, c'était quelque part une fuite de la société dans laquelle on vivait. Je me trouvais beaucoup plus en paix dans la forêt, du matin au soir, à chercher les animaux, à pister les animaux pour les photographier. Et c'est Le là que je pense que... silence, de toute façon, c'est un instrument de guérison. Le quoi? Le Pardon? silence, Oui, exactement. Oui, silence oui, c'est de ça. la nature. Exactement. Et donc oui, le silence qui m'a aussi permis de m'entendre moi et mes besoins les plus profonds. Et je pense que je souffrais clairement d'éco-anxiété depuis le plus jeune âge. euh, que je ne savais pas que c'était de l'éco-anxiété parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, quand je fais un peu entre guillemets, le diagnostic d'un mal-être existant, enfin, je pense réellement que ça c'est lié, quoi. La destruction de notre planète, ma propre façon de vivre et d'exister, qui finalement a aussi un impact sur la Terre. Et donc voilà, pendant mes jeunes années d'adulte, j'étais principalement en forêt à faire de la photo, investie dans des associations de protection de l'environnement, de protection d'habitat pour les animaux, de sauvegarde d'amphibiens. Enfin voilà, c'était assez large. Jusqu'à 27 ans. Et à 27 ans, je me suis envolée pour l'Australie en me demandant si l'herbe serait plus verte là-bas. La Donc, réalité, c'est que vous avez été dans le désert. oui, donc il n'y avait pas forcément d'herbe plus verte, c'était plutôt du sable rouge. Mais en tout cas, je me suis vraiment épanouie là-bas et je me suis trouvée aussi, il y avait vraiment quelque chose de profond qui s'est créé, notamment en fait ma reliance, ma reconnexion à mes propres racines. Il m'a fallu partir à 15 000 kilomètres pour
pour m'intéresser davantage à mes racines, en fait. Et racine, ah bon, ça sous-entend le mot ancêtre, cette notion d'ancêtre qui remonte, peuvent remonter sur des milliers d'ancêtres. Cette idée, enfin, cette notion vous est apparue de quelle manière? Alors, comme j'explique je peux parler un peu de l'introduction du livre parce que c'est vraiment là que j'explique ce qui s'est passé. C'est qu'en arrivant, donc en Australie, j'ai passé 8 mois avant d'arriver dans le désert quand même. Mais c'est dans le désert qu'il y a une transformation qui s'est faite vraiment. Enfin, pour moi, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en contact justement avec les peuples aborigènes locaux. Et c'est simplement en fait en étant témoin de leur culture, de leurs pratiques, à les entendre chanter, à entendre leur langage et surtout à observer et à être témoin de leur relation au vivant, que moi je me suis vraiment posé la question de ben, qu'est-ce qu'on a perdu en Occident en fait? Qu'est-ce qu'on a perdu de nos relations à la Terre, nos relations ancestrales à la Terre? Qui étaient mes ancêtres en Europe? Qui étaient mes ancêtres autochtones en Europe? Quelle connexion avait-il avec le vivant qui, à coup sûr, ressemblait à ce que les peuples autochtones du monde font, enfin, maintiennent aujourd'hui, ou tentent de maintenir malgré la colonisation. Mais aussi, ça m'a permis donc d'observer ceci et d'observer aussi les dégâts de la colonisation, c'est-à-dire voilà l'occidentalisation du reste du monde, en fin de compte. Oui, la colonisation avec ses méfaits discriminants aussi, avec toujours cette image caricaturale Ouais. de sauvage coloré, inculte. Ouais. Ah, ou bien nos ancêtres comme étant des primitifs, Voilà. Ouais. des brutes primitives, au lieu de, voilà, enfin, qui retirent tout crédit, non seulement à nos ancêtres, mais à toute population qui finalement avait une relation bien plus saine et bien plus réciproque avec l'ensemble du vivant euh, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, en fait. Et il y a que nous, en Occident, finalement, qui n'avons plus de Ce que j'aime relation. beaucoup, c'est que vous remettez vraiment en cause cette image, cette identité bafouée de nos ancêtres. Enfin, si on remonte à la vision caricaturale de l'homme préhistorique, avec une peau de bête autour de la taille, une massue à la main qui traîne sa femme par les cheveux. Donc, en réalité, c'est très, très éloigné de la vérité. Manifestement, ces gens-là avaient sûrement moins d'agressivité que beaucoup de gens dans notre société actuellement, ce qui est tellement déconnecté. Ouais. Oui, Hein. et puis je l'explique dans le premier chapitre, qui est, je ne sais plus le titre, Rétablir l'identité de nos ancêtres ou de nos lointains ancêtres, il me C'est semble, je ne sais quelque plus. chose dans ce Ouais, goût-là, oui. quelque chose dans ce genre-là, mais où j'explique qu'il y a eu des recherches qui ont été faites à ce niveau-là, et du temps enfin, à l'ère paléolithique, il y avait moins de violence de masse. Enfin, il n'y avait pas de violence de Voilà. masse. Il y avait toujours de Ah, la violence, parce qu'un être humain est un être humain, et c'est pas parce qu'on est autochtone ou pas autochtone qu'il n'y a pas de d'ailleurs, violence. vous en parlez très bien, justement. Enfin, l'idée de la guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est apparu, c'est pas si vieux que Ah, ça, en fin de compte. Hein. C'est Margaret Mead qui a dit que la guerre serait une invention culturelle relativement récente, en fin de compte. Hein. c'est ça. Et c'est lié à l'appropriation des terres, Voilà. Et à la propriété, quoi. À la propriété. oui, et cette distanciation du monde naturel. Oui, oui, parce qu'on s'est Mhm. éloigné, on s'en est éloigné, et après on a commencé à vivre dans la peur de perdre ce qu'on pensait être à nous, et puis on a commencé à se méfier du monde extérieur, et puis du monde sauvage, et puis parce que ben voilà, enfin, il fallait faire pousser la nourriture, on était devenus sédentaires, on n'avait plus que cette nourriture qu'on faisait pousser ou ces animaux qu'on élevait pour pouvoir survivre. Et on avait oublié comment survivre de manière plus sauvage et de manière plus en symbiose ou en tout cas en réciprocité avec le vivant. Donc on a dompté le vivant pour pouvoir contrôler notre survie plutôt que embrasser continuer à embrasser justement nos façons ancestrales de vivre et puis de suivre les saisons, de suivre ben voilà ce qui se présentait à nous pour justement notre vie et notre survie. Et aussi, j'aimerais faire voilà, une mise au point là-dessus, c'est que je parle de survie ici, mais en vrai, c'était pas de la survie. Et moi, c'est ce que il y a plusieurs personnes aborigènes d'ailleurs qui m'ont dit en Australie. Je les ai entendus dire ça, c'est que avant l'arrivée des Européens, il n'était pas question de survie, il était question de vivre. Voilà. Et J'allais vous le faire remarquer. c'est C'est ça, ça. la survie, c'est pas la vie. Hein.
Non, C'est non, pas mais la vie avec un exactement. grand V, hein. Exactement, exactement. Et donc, dans ce premier chapitre, je fais vraiment un peu, voilà, je me base aussi sur des recherches, hein. Même si moi j'ai ma vision du monde parce que j'ai été exposée à différentes choses, euh, bah, j'appuie aussi avec des recherches enfin, voilà, qui La, vont la- apporter des la- preuves. la survie, c'est la fleur coupée dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, hein. Oui. Et puis il y a les études de Noah Harari qui enfin, qui laissent comprendre qu'en fin de compte, les peuples nomades étaient beaucoup plus heureux que les Mhm. peuples Sédentaire, enfin, sédentaire. sédentaires, hein, qui s'étaient consacrés à l'agriculture, hein, Oui, 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 oui. car Oui. il n'y avait pas cette notion, il n'y avait pas la même notion de possession. C'est ça. Et cette obligation de travailler, parce que, Voilà, enfin, l'obligation de euh, travailler, puis la ouais. possession entraîne en même temps la peur de perdre. Oui, oui. Oui, et puis là, enfin, moi, je reflétais un peu là-dessus, c'était l'été dernier, parce qu'on a un jardin et on a fait pousser nos légumes. Enfin, ça, c'était à profusion. Mais le temps passé dans le jardin pour avoir ces légumes à profusion, voilà, c'est des heures, quoi. Bien sûr, Et à contrario, quand j'étais en Australie, enfin, moi, je vois des fois, on allait sur des expéditions et j'avais les collègues aborigènes qui continuent à vivre traditionnellement, à chasser et à récolter. Enfin, des fois, c'était l'histoire de 10 minutes pour récolter plusieurs animaux et puis basta, on s'assoit autour du feu et on mange, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ce contraste. même dans le désert, la nature arrive à être prodigue. Ça, oui. Et ça, Mm. j'avais peine à le croire au début, mais Oui. alors je peux vous dire que quand on est avec des gens qui sont issus du désert et qu'on observe, il y a une abondance en fait. Il y a une abondance. Mhm. Donc, tout votre livre, c'est une invitation à vivre avec toutes les dimensions. Oui, c'est une invitation à se souvenir de notre essence humaine profonde, c'est-à-dire de se souvenir de nos racines ancestrales, de la façon dont nos ancêtres évoluaient avec et dans euh, leur environnement naturel, notre environnement naturel, hein. Et donc, et puis voilà, notre environnement naturel qui nous offrait aussi, qui allait au-delà du visible, au-delà du tangible, parce que ben, la Terre est faite d'énergie, parce qu'on est en plein milieu d'un univers qui est dans une danse constante avec d'autres planètes et d'autres galaxies, parce que la Terre elle-même est en éternel voyage autour du Soleil, parce qu'il y a des énergies sous la Terre aussi qui font voilà, voyager les eaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de se souvenir que ces sagesses ancestrales sont en nous, parce qu'avant d'être humain, on était aussi d'autres espèces, on est passé par une gamme de différentes espèces, on a ces ancêtres en nous aussi. Je veux dire, enfin, peut-être qu'on a une forme humaine aujourd'hui, mais notre corps est fait de milliers de bactéries, des bactéries qui sont aussi nos ancêtres. Donc il y a vraiment tout un micro-écosystème, des micro-écosystèmes à l'intérieur de nous, autant qu'un macro-écosystème autour de nous, constant. Et l'idée, c'est de se souvenir que nos ancêtres avaient ces connaissances. Il n'y avait pas besoin de recherche scientifique parce qu'ils avaient leur propre technologie, tout comme les peuples autochtones du monde ont, que ce soit la transe ou d'autres moyens d'accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui l'invisible, qui était tout sauf invisible pour eux à l'époque parce que ça faisait juste partie du quotidien. Et c'était une expérience vécue. C'était une expérience vécue, donc c'était pas du tout une croyance. Parce qu'il y a Aujourd'hui, bien, invisible, oui. c'est qu'on commence à redécouvrir quand même Mhm. avec la physique quantique, Ouais, mais s'il en était besoin, parce que intuitivement, on doit le savoir, mais le vide, c'est tout sauf le vide. c'est ça, exactement, Hein. exactement. Oui, et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, la science, euh, tout ce que découvre la science, c'est tout ce que les peuples autochtones savent déjà et ce que nos ancêtres savaient aussi. Et je ne sais absolument pas comment on en est arrivé là en Occident. Enfin, il y a une série d'événements historiques qui font qu'on nous en sommes arrivés là, mais quand même, il y a une espèce d'amnésie finalement, d'amnésie sur qui on est. Et on essaie de retrouver la mémoire, en fait. Moi, c'est vraiment ça pour moi la science. Alors, j'ai rien contre la science, attention, hein, c'est pas voilà. Enfin, Mais mais manifestement, pardon, manifestement, il y a eu une déconnexion. c'est ça. Il y a une déconnexion. Et puis là, pour moi, la science, c'est justement on essaie de se sortir de cette amnésie collective Voilà. dans laquelle on est, en se souvenant. Mais là, on a besoin de preuves parce qu'on est vraiment dans un monde où on a besoin
de preuves, de rationalité, voilà, enfin, on a besoin de nourrir le cerveau gauche, hein. Ça Oui, change, hein, ça va mais, changer, mais oui, mais ça fait pas forcément des miracles. non, non. Ah, ça dépend, ça dépend. Enfin, voilà, il y a des choses. Enfin, voilà, il y a de la richesse aussi. Enfin, je veux dire, on est capable quand même de sauver des vies. Enfin, moi, quand je vois la médecine, qu'on est capable de recoudre, enfin, les miracles qu'on est capable de faire sur un corps humain, quand même, Oui, c'est la oh, chirurgie incontestablement a fait oui, il y a eu des progrès énormes. Mais oui. dans l'art de soigner, on a comme intérêt à s'inspirer de la nature, hein, je pense. Bah, on a surtout intérêt dans nos systèmes médicaux, dans tous les systèmes qu'il y a autour de nous qui font notre société, on a intérêt à ramener l'âme et l'esprit, quoi. Voilà. Et on met tout ça de côté et on se base sur le rationnel, le physique et tout ce qui est au-delà de ça, en fait, c'est perçu comme perché, enfin voilà, alors qu'en vrai, c'est notre essence humaine Voilà, c'est dommage et qu'elle est là. Oui, d'en avoir réduit les êtres humains à une mécanique. ouais. Hein. Oui, c'est dommage, ouais. Et une mécanique dominante Oui, qui domine le monde. Donc, oui. voilà. Et dans tout ce travail que vous avez fait, enfin, intérieur aussi, vous avez eu de belles expériences de complétude, justement de lien avec la nature, entrer en résonance avec tout, hein. Oui, bah, je pense que ça. Bah, petite, j'avais déjà des choses quand même qui se manifestaient. Après, souvent, on dit que, pas d'après ce que je lis hein, dans les livres, que des enfances difficiles, des enfances traumatiques peuvent mener à justement à un enfant à quitter son corps et à se retrouver dans d'autres dimensions, ce que j'ai complètement vécu. Et je pense que ça a ouvert des portes. Donc, quelque part, oui, le traumatisme a quelque chose de traumatique qu'on ne veut pas aller remuer, mais finalement, ça ouvre aussi des portes. Et je pense que enfin, moi, je vois les portes qui s'ouvrent quand on fait, quand on a. Enfin, moi, j'ai l'impression que voilà, c'est ça, c'est que quand on a le cœur brisé, c'est là que la lumière peut rentrer, quoi. Et en fait, c'est presque de vivre avec un cœur brisé, tout est possible, en fait. On peut s'accrocher C'est-à-dire, à tout, on peut. vous le faites remarquer d'ailleurs, la souffrance, c'est une voie d'apprentissage. Ça peut être une voie d'apprentissage, mais la sagesse, c'est pas mal non plus. Oui, après, la sagesse, elle est partout. Enfin, voilà, on peut l'avoir de partout. Je sais que moi, enfin, quand je passais du temps dans la forêt avec les animaux, rien que ça, en fait, je Voilà. j'ai pas appris la photographie animalière. Moi, j'étais sur Internet. Mon premier salaire s'est passé dans un appareil photo. Et j'ai commencé la photo du jour au lendemain en allant regarder sur Internet un peu comment faire. Mais donc, dans la technique, j'apprenais là-bas. Mais dans la forêt, j'ai la technique enfin, d'avancer silencieusement dans les bois pour traquer des animaux. Traquer, non, pister des animaux, ça se dit en français. Pour pister des animaux, me baser sur mes sens parce que vraiment, c'était. Voilà, il y a un moment, je sentais les chevreuils alors que je ne les voyais pas. C'est-à-dire que j'avançais et je savais pertinemment qu'il y avait deux chevreuils à côté de moi. J'avais pas vu, j'avais pas entendu, il y avait comme un sixième sens qui s'était créé. J'étais capable de déceler les animaux qui étaient autour de moi, d'avancer tellement dans le silence. Un jour, j'ai même approché une biche avec son faon, une chevrette avec son faon qui dormait. Bon, après, je les ai laissés, je me suis éloignée parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre de m'approcher. Enfin, voilà, je me suis mise à la place de cette mère qui protège son enfant et je me suis dit, si j'avais un enfant, j'aimerais certainement pas que quelqu'un vienne les photographier pendant qu'ils sont en train de dormir. Donc, je m'étais mis un peu, j'avais fait un retournement de situation. Mais ce que je veux dire, c'est que cette approche en fait du vivant, passer du temps en forêt a aussi apporté énormément de sagesse. Enfin, il y avait des choses, je me souviens, il y avait des mots qui étaient fluides, j'avais envie d'écrire, et il y avait de la poésie qui était fluide, ça sortait. Il y avait des mots de sagesse qui sortaient, et puis il y avait un réconfort qui se faisait là-bas. Mais, Et je pense que cette sagesse, on l'a en nous. Enfin, je veux dire, ça m'est revenu naturellement d'aller pister des animaux, et alors que j'ai c'est personne cette à côté. approche respectueuse, justement, qui vous a permis de si bien les approcher. Oui, après j'ai toujours respecté le monde naturel. On m'a pas appris à le faire. De mémoire, on m'a pas appris à le faire. Euh, ouais, je pense que mon enchantement, en fait. Ouais, je me souviens, toute petite, j'attrapais les grenouilles. Enfin, aujourd'hui, voilà, je me dis, oh là là, les pauvres grenouilles, quoi. Mais j'attrapais les grenouilles, je les regardais de près. Enfin, je me souviens m'émerveiller dans ce microcosme.
sous terre, dans les étangs. Enfin voilà, ça me fascinait. Et j'aimais savoir que voilà, à côté de... En fait, quand j'étais à l'école, je me souviens que je pouvais pas me concentrer du tout. J'étais nulle jusqu'à 14 ans à l'école. Mais par contre, des fois, j'avais des absences où je me souviens à rêver et me dire, pendant que je suis là à l'école et que je m'ennuie clairement, il y a les grenouilles qui sont dans le marais et je pourrais juste être avec les grenouilles dans le marais. Et en fait, c'était vraiment ça, quoi. On dit que les enfants intelligents s'ennuient à l'école. Ouais, 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 oui, oui, ouais, c'est vrai. Ouais, Puis donc, oui, il y a la sagesse, il y a la gratitude aussi. Hein. ouais. Ouais, il y a la gratitude. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est de savoir qu'à côté de mon monde où j'ai été conditionnée à travailler dur, faire des études, comme tout le monde, hein, pour avoir un boulot, pour finir peut-être marié avec une maison, des enfants, et puis pour avoir une retraite un jour, parce que c'est comme ça. Hein. Enfin voilà, moi, la question de la retraite, on me la pose depuis que j'ai 18 ans, alors que enfin, la retraite, j'y pense même pas, parce que ça tombe, j'en aurai pas. Hein. Donc, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette rhétorique qui Oui, revenait tout le oui. temps et qui me faisait peur parce que j'avais à peine 18 ans, qu'il fallait que je fasse des études et que je travaille et que j'avais aucune envie de faire tout ça, quoi. Et j'avais qu'une envie, c'était de prendre mon sac à dos et de voyager. Et donc, je l'ai fait plus tard. Et la gratitude vient là, c'est-à-dire que pendant ces années où je me suis enfermée dans un rôle ou dans un emploi que j'appréciais pas forcément, bon, j'ai toujours aimé ce que je faisais, hein, donc voilà, mais quand même, j'étais pas à l'aise. J'avais encore cette gratitude de savoir que pendant que moi je suis là, mes journées là au bureau, euh, il y a tout un monde. Il y a tout un monde qui continue à vivre. Même si moi je me sens mourir à petit feu, il y a tout un monde qui continue à vivre et il est là, quoi. Et je peux y Mais aller quand je veux. heureusement, dans notre ADN, on a toujours la capacité de reconnexion à ce moment. Oui, 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 oui. Hein. Oui, et puis j'ai envie de dire même au niveau, j'aime pas trop le mot imaginaire parce que la connotation d'imaginaire, c'est presque de l'ordre de l'irréel, alors qu'en fait, il n'y a aucune preuve que l'imaginaire est irréel. Mais de l'ordre de Oui. l'imaginaire, voilà, quand on est au bureau, on peut rêvasser. Des fois, je me promène dans la forêt tout en étant derrière mon ordinateur en train de travailler, quoi. Et j'arrive à être à deux endroits en même temps, quoi. Bah, ça peut même être très utile. Mhm. Pour... Oui, D'ailleurs, j'avais lu une fois une personne qui était en camp de concentration, justement, c'est sa capacité d'imaginer qui lui avait été énormément profitable. Cette waouh, personne a expliqué qu'elle s'était toujours vue toute la période où elle était en camp de concentration. Chaque jour, elle s'en échappait, elle allait en montagne. waouh, Et elle oui, expliquait que c'est ce qui lui a permis de tenir, ouais, justement, hein, puisque d'une certaine manière, on va toujours à notre vision, donc ça a une grande vertu, enfin, une grande force de mhm, guérison et de résilience, d'être la capacité de voir plus loin, c'est ça. de, de Oui, oui, s'échapper oui, des gens qui se sont sortis de façon très difficile, justement, c'est qu'ils n'ont pas laissé leur attention à oui, leur quotidien difficile, justement, c'est qu'ils ont c'est été ça. capables de se projeter. Exactement, c'est ça. Et on dit souvent, voilà, vive le moment présent. Alors, moi, je suis 100% pour vivre le moment présent et ressentir tout ce qui se présente. C'est-à-dire que moi, je sais que des fois, moi, je suis hypersensible. Donc, il y a des jours où je passe mes journées à pleurer. Et en fait, il y a des gens, enfin, autour de moi, il y a des gens qui pensent que c'est pas normal, que je suis dépressive. Et pour moi, enfin, non, ça va, ça vient. Et puis, c'est très bien. Mais cette capacité à rêver, en fait. Et en fait, moi, ce qui me fait vivre depuis toute petite, je pense aussi, c'est cette capacité à rêver. Et je sais que quand je rencontre des gens, moi, je sais que enfin, depuis que je suis rentrée en France, la première question que les gens posent, c'est qu'est-ce que tu fais comme métier? Et en fait, ça m'intéresse pas du tout comme question. Je me fiche de ce que les gens font. Moi, ce que je veux savoir des gens, c'est quel est quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te fait rêver? Et puis savoir où ils en sont avec voilà la direction qu'ils prennent pour justement atteindre ou réaliser leurs rêves en fait. Et moi, enfin, cette question, c'est toujours de savoir voilà, est-ce que si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je regrette? Est-ce Voilà. que j'ai été au bout de mes rêves en fait? Ben, c'est-à-dire, on est dans une société qui apprend à conjuguer le verbe avoir, mais pas à conjuguer le verbe être. C'est-à-dire, j'essaie de...
on nous apprend plus à conjuguer le verbe avoir Oui, 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 que oui, le oui, verbe ok. être. Oui, On se oui, dit, quand j'aurai ceci, je serai heureux. oui, Quand j'aurai cette voiture, ça marche comme ça. Quand oui, j'aurai cette relation, mais c'est pas ainsi que si on n'a pas la capacité d'être heureux déjà dans l'instant, il n'y a ouais. aucune certitude. Par exemple, une personne qui se dit, le jour où je serai à la retraite, je serai heureux. Si développe en elle aucune capacité à être heureux dans l'instant, il n'y a vraiment aucune certitude qu'elle le soit le jour où elle atteindra sa retraite. Non, Hein. oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Non, je suis d'accord. Ouais. Donc, quand on est justement, comme vous, quand on est resté proche, justement, quand on ressent l'importance d'être, justement, hein, et Mhm, d'être en harmonie avec notre terre, hein, et vous, mhm, vous allez encore plus loin, justement, d'être en harmonie, justement, avec toute notre lignée qui a mhm, tant à nous apprendre, hein. mhm. Alors, Ouais. cette notion, justement, de lignée, enfin, d'héritage de nos ancêtres, Mhm. vous avez trouvé ça avec le docteur Fort. C'est ça. Alors du coup, ouais, ce qui se passe, c'est que donc, mon livre, La sagesse des ancêtres, j'aurais pu écrire tout un livre sur les ancêtres et ma connexion aux ancêtres. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dès l'âge de 20 ans, j'étais déjà certainement dans une recherche de racines, d'enracinement, même si j'étais sur mes terres ancestrales. En fait, cette éco-anxiété dont je parlais au début, et ce mal-être d'appartenir à cette société m'a fait aller creuser dans mes racines. Et en fait, ce qui me nourrissait dans mes racines, dans mon arbre généalogique, dans un premier temps, donc vraiment terre à terre rationnel, sur le papier donné, quoi, recherche Classique. de données classique, ce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui vibrait en moi quand je trouvais que j'avais des ancêtres agriculteurs, des ancêtres. Alors tous les nobles, hein, je les mettais de côté, ça m'intéressait pas presque. Mais dès que je voyais des ancêtres qui avaient les mains dans la terre, notamment les femmes, enfin les hommes et les femmes, mais quand je voyais que c'était écrit, parce que souvent les femmes dans l'arbre généalogique, c'est écrit femme au foyer ou des choses comme ça, quoi. Ou sans emploi, enfin voilà. Mais quand je voyais voilà, femme agricultrice, alors qu'elles étaient toutes finalement, elles travaillaient toutes avec leur mari, et il y avait quelque chose qui me faisait vraiment vibrer à l'intérieur et qui résonnait en moi. Et puis c'est au fil des années, donc ça j'avais 20 ans quand j'ai commencé mon arbre généalogique, ou 21 ans, et je l'ai mis de côté. Et arrivé en Australie, donc quand justement j'ai commencé à me poser la question en étant exposée là-bas de savoir qui étaient mes ancêtres en Europe, j'ai continué mon arbre généalogique de manière très obsessive. Ouais, c'était assez intense comme expérience, mais il manquait toujours quelque chose. Il me manquait, j'étais jamais satisfaite malgré les tonnes d'informations que je trouvais, jusqu'à ce que je rencontre le docteur Daniel Faure, qui a écrit ce livre, maintenant il est en français, Guérir avec ses ancêtres. Et donc j'ai étudié auprès de Daniel Faure parce que toute sa structure, toute son approche permet justement, donc c'est vraiment ancré psychologiquement et ça permet de se relier à ses ancêtres. Mais c'est pas comme les constellations familiales ou la psychogénéalogie où on va un peu analyser les traumas et tout ce qui s'est passé. Le but, c'est vraiment de se relier, de créer une relation, d'entrer en relation et de maintenir, de nourrir une relation avec nos ancêtres. Et donc clairement d'aller les rencontrer face à face. Et là, je vais vous dire, ça peut paraître complètement perché. Moi aussi, je pensais que c'était perché à l'époque. Mais après, je veux aussi vous dire qu'en Occident, on est les seuls, en fait, à pas avoir de relation avec nos ancêtres. Donc, on l'a oublié. Et en fait, de retrouver cette relation de mon côté, de rencontrer mes ancêtres face à face et de comprendre un peu le destin de mes lignées, avec tout un aspect de guérison aussi. Enfin, moi, le mot guérison, je suis pas très fan, hein. J'aime bien le mot libération ou déconditionnement, libération, transformation. Mais parce que guérir, ça sous-entend qu'on est malade ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui ne va pas, quoi. Alors qu'en vrai, tous les chemins de vie de nos ancêtres nous ont menés là où on en est aujourd'hui, et puis on en est là où on est vivant. Moi, je suis incarnée aujourd'hui parce que mes ancêtres ont montré de la résilience, parce que voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller un peu creuser dans nos racines, d'aller rencontrer nos ancêtres lointains. Je ne parle pas de 5 générations, là, je parle de nos ancêtres lointains, et vraiment d'observer un peu ce qui s'est passé chez nos premiers ancêtres humains, même plus qu'humains, et puis de revenir vers le futur, donc vers nous, et de comprendre le destin de nos lignées. Et peut-être, et je donne l'image de la rivière dans mon livre, vous avez vu. Euh, si on imagine la rivière, nos ancêtres, nos lignées, telle une rivière, en fait. Donc en amont de la rivière, il y aurait, je veux dire, la source, le Big Bang, la source, l'univers, plus toutes les espèces avant nous, plus l'humain qui arrive là.
tard, très tard dans l'histoire de l'évolution de la Terre. Et puis il y a nous, en aval, qui recevons justement tout le courant de cette rivière, en fait. Seulement, en fait, en Occident, ça fait tellement longtemps qu'on a mis nos morts de côté, ça fait tellement longtemps qu'on pourrit, entre guillemets, hein, excusez-moi du langage, mais clairement, on pourrit l'image de nos ancêtres encore en décrivant nos ancêtres préhistoriques comme avec la peau de bête autour de la Oui, tête qui tire sa l'identité est femme par les bafouée. cheveux. Voilà, voilà, l'identité bafouée. Donc, en fait, il y a tout un tas d'ancêtres qui ont été ignorés, oubliés, salis, qui forment une sorte de barrage dans cette rivière. C'est un barrage qui nous empêche en fait de recevoir justement les sagesses du fond de nos lignées. Et en fait, le but de cette structure, c'est vraiment ça, c'est d'aller un peu déblayer le barrage, c'est d'aller créer des passages dans le barrage pour que justement les sagesses ancestrales les plus lointaines puissent nous atteindre et qu'on puisse retrouver simplement notre essence humaine. C'est vraiment ça, hein. Et vous parlez, vous attachez beaucoup d'importance au rituel. Mhm. Oui, parce que l'humanité s'est construite autour de rituels, en fait, hein. Je veux dire, moi, je l'ai vu encore avec les peuples aborigènes d'Australie. Ça parle pas de rituels là-bas, ça parle plus de cérémonies. Mais je veux dire, c'est toujours des contextes où des communautés viennent ensemble, où il y a un engagement émotionnel, ou un engagement créatif, il y a une connexion, il y a du mouvement, il y a de la danse, il y a peut-être de la transe. J'allais vous dire, oui, il y a la notion de trans. Oui, il y a la notion de trans, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vraiment, il y a Oui, vraiment un aspect psychologique, en fait. Il y a vraiment un aspect psychologique au rituel, même si ce n'était pas présenté comme tel, hein. Je veux dire, euh, ouais, j'entends pas les aborigènes parler du monde invisible ou de psychologie. C'est pas du tout ça. Mais il y a un aspect psychologique où, dans le rituel, un peuple où nos ancêtres pouvaient trouver une identité individuelle et collective. Et dans cette identité collective, il y avait une connexion au passé, au futur et au tout, en fait. L'identité collective ne se limite pas à nous maintenant, mais l'identité collective, c'est nous maintenant avec le tout. ça nous amène à une vision circulaire du temps, de toute façon. Circulaire et multidimensionnel, hein. Hein, et Ouais, ouais, multidimensionnel. ouais. Oui, Bah, circulaire dans le sens où oui, il y a un côté cyclique au niveau des saisons, il y a quelque chose comme ça qui se passe, mais en vrai, le temps n'existe pas. Il y a vraiment une voilà. multidimension qui s'opère. Et, je veux dire, les aborigènes, quand ils parlent du temps du rêve, qui est le fondement de leur culture et de leur vision du monde, leur façon d'être, euh, le temps du rêve, il n'a pas eu lieu dans le passé, hein, comme nous la Genèse, comme nous la Genèse. C'est pas dans le passé, c'est pas figé dans le passé. C'est quelque chose qui est présent, en constante évolution, quelque chose qui vient être nourri, agrémenté par l'existence de chacun, par le fait qu'on continue à raconter les histoires, on continue à ritualiser les histoires et puis euh, la relation avec la Terre, en fait. En fait, c'est réciproque, il y a une relation réciproque avec la Terre qui se fait. C'est-à-dire qu'on donne à la Terre nous donne à manger, la Terre nous nourrit, la Terre nous abrite, et nous, qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Voilà, et on n'a pas besoin d'être chaman ou Non, mystique pour non, instaurer cette capacité à non. dialoguer même avec la Terre. Hein. Exactement. On a juste besoin de retrouver notre essence humaine. Il n'y a pas besoin d'être chaman Voilà. pour percevoir l'invisible ou les énergies de la Terre. Voilà. Même parfois, le lien peut être fort parce que ces jours-ci, il y a un consultant qui m'a posé la question. Il m'a raconté l'histoire d'une personne, d'une dame âgée, qui est Mhm. morte là au printemps. Et le lendemain de la mort de cette dame, un arbre en fleurs dans son jardin est, est mort. Il me dit, Mhm. comment vous expliquez ça? Bah, dans l'instant, la réponse qui m'est venue, je lui ai dit, écoutez, pour moi, je pense que cette dame aimait beaucoup son arbre. Hein, Oui, et oui. donc, c'est une illustration magnifique, Mhm. je trouve, du lien qu'on peut avoir avec la nature. Hein. Oui, oui, oui. Et puis il y a le lien qui existe entre les êtres vivants Voilà. et oui, On tout est entend, vivant autour de nous. Tout est on vivant entend autour de souvent nous. des histoires comme ça par rapport à un animal de compagnie. C'est plus fréquent, mais par rapport à un arbre, c'est la première fois que je l'entends, mais tout de suite, ça m'a interpellé. J'ai vu cette notion d'amour immédiatement, Oui, quoi. Hein. oui. Et puis ces histoires de montres qui s'arrêtent aussi, j'ai entendu aussi.
des Oui. montres qui s'arrêtent à la mort à une mort ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment, oui, c'est ça. Et c'est de revoir en fait la sagesse ancestrale. Et c'est ce que mon livre, c'est ce à quoi mon livre renvoie, c'est de se souvenir que tout est vivant en nous et autour de nous. Et puis Et que développer cette capacité à percevoir l'invisible, hein. c'est ça. Et puis de se souvenir que tout est vivant, mais qu'on est tous en interaction constante les uns avec les autres. Et que ce qui se passe en nous ne s- n'est pas séparé de ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur n'est pas séparé de ce qui se passe en nous. Et que ces relations, bah, voilà, enfin, quand on les conscientise, en fait, on peut vraiment y trouver un gain des deux côtés, quoi. Enfin, Et euh, après, vous employez l'expression nos ancêtres comme alliés. mhm. Oui. Oui, comme allié, parce que c'est clairement ça. C'est depuis que j'ai commencé mon travail avec les ancêtres, depuis que je me suis reliée à mes ancêtres consciemment. Je me souviens qu'à l'époque, je cherchais encore pas mal. Enfin, voilà, j'avais encore des séances de psychothérapie ici et là. Je cherchais des réponses. Je lisais pas mal de livres, enfin beaucoup de livres. Je cherchais des réponses toujours. Et puis le jour où j'ai commencé à travailler avec mes ancêtres, petit à petit, au fil des mois, j'ai eu ce sentiment que j'ai tout le soutien dont j'ai besoin en moi, autour de moi, parce que les ancêtres, hein, finalement, quand je parle de nos ancêtres, est-ce qu'ils sont extérieurs à moi en tant qu'esprit? Est-ce qu'ils font partie de la Terre? Est-ce que je parle à mon ADN? Ils sont en moi ou est-ce que c'est de la physique quantique? Là, j'ai envie de dire, au début, je me posais la question parce que j'avais besoin de preuves. Et puis quand je vois les résultats, Ça prend euh, important. exactement, la question ne se pose plus parce que le résultat est là. Donc, j'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne, point barre. Et, euh, et en fait, depuis que j'ai commencé cette relation avec mes ancêtres et que j'avance avec eux, ils avancent avec moi. Quand j'ai besoin, je les appelle. Il y a vraiment c'est une relation réciproque, c'est-à-dire que je les appelle pas seulement quand j'ai besoin d'eux. C'est-à-dire des fois, je fais à manger, il y a une assiette qui est mise à table pour eux. Il y a un hôtel à la maison qui est dédié aux ancêtres où je mets des offrandes. Je vois ce matin, j'ai mis des dates parce que ben, il y a un de mes ancêtres qui aime bien les dates. Donc, enfin, mais il y a vraiment cette relation réciproque. Et je me suis rendu compte que depuis que j'ai ce rapport, quand il y a des moments de la vie qui vont pas forcément et que j'ai besoin de soutien ou de direction, ben, je ferme les yeux et je vais passer un peu de temps avec mes ancêtres. Quand je suis fatiguée, je ferme les yeux et je demande à mes ancêtres de me soutenir. Des fois, je suis tellement fatiguée que je ne sais pas que je suis fatiguée et je prends pas soin de moi, j'oublie de prendre soin de moi. Et des fois, je vais voir avec mes ancêtres parce que j'ai besoin de savoir quelle est l'étape à suivre, quelle est l'étape à prendre pour le projet qui arrive. Et en fait, il y a mes ancêtres qui me disent juste respire, respire. Là, il faut que tu te reposes et on va juste mettre les mains dans ton dos. Tu vas t'endormir, c'est tout, en fait. Et des fois, je vais voir mes ancêtres et mes ancêtres me rappellent un peu ce dont j'ai besoin, qui je suis, et, euh, et me rappellent que j'ai aussi un corps et que mon corps, il faut que j'en prenne soin. Parce que si je prends pas soin de mon corps, en fait, il n'y a plus rien qui passe. Vous C'est-à-dire que je peux les plus rien voyez bouger. en fin de compte, en fait, appel comme un guide bienveillant. C'est ça, un guide bienveillant. Alors, guide, partenaire, enfin voilà, les ancêtres, après, ils sont pas seulement là pour aider, hein, on peut s'amuser aussi. Enfin, je sais pas, des fois, juste papoter ou des fois, enfin, oui, oui, ils sont là pour tout, quoi. Protecteur aussi, j'aime beaucoup le côté protecteur. Enfin, plusieurs fois, j'en parle dans le livre et je vais pas en parler ici parce qu'il y a des expériences que je peux pas parler, dont je ne peux pas parler à haute voix sans me mettre à pleurer, donc je vais éviter. Mais il y a une expérience dans le livre que je décris où clairement, il y a quelqu'un qui est venu me sauver la vie. Et ça, c'est arrivé deux fois, mais genre à quelques secondes près. Où c'est une voix qui vient me dire sors maintenant, sors. Et, euh, Oui, vous, de toute et façon, vous avez ouais. fait des rencontres dangereuses. Oui, c'est ça. Ah oui, bah après, oui, alors quand on commence à se connecter avec le vivant et la terre, tout n'est pas rose. Alors, toujours avoir une protection avec soi, mais vraiment, parce qu'il y a aussi des endroits où on va se connecter. En fait, pour moi, un lieu, c'est comme une personne. C'est-à-dire moi, je vais aller me réfugier sur un lieu, essayer de me connecter à un lieu, découvrir un lieu, faire connaissance avec un lieu, mais au final, le lieu est comme une personne, c'est-à-dire on s'approche. Enfin, je ne vais pas aller m'approcher d'un inconnu dans la rue, lui sauter autour du cou et l'embrasser. Je ne vais pas Et- aller rentrer dans un lieu sans révérence. Absolument. Et en- quand vous parlez de lieu, tout d'un coup, ça me fait penser à votre terre d'origine, enfin le nord de la France. Là, quand vous êtes rentré d'Australie, vous avez eu le sentiment vraiment qu'il était malade, le lieu, hein?
Ah oui, ouais, ouais. Ah là oui, c'était. Oui, parce qu'habitué en Australie à percevoir les esprits de la terre non-stop, même quand je demandais rien, hein. Enfin, clairement, dans le désert, j'avais pas besoin de sortir un tambour ou d'aller faire des rituels ou cérémonies. J'avais des surprises au niveau invisible constamment, hein. Enfin, je veux dire, juste même en promenade, quoi. Et donc voilà, donc j'étais habituée à ce genre de connexion. Et puis quand je suis rentrée dans le nord, j'arrivais pas à me connecter. Il y avait quelque chose. Enfin, c'était brouillé, c'est ça. Je sentais quelque chose. C'était vraiment étrange. C'était comme une espèce de vibration sous mes pieds, mais rien en surface. Et puis j'ai perçu des armées de morts, à un moment morts-vivants, un peu comme dans les Oui, films où il c'est y a des des terres de morts-vivants. souffrance, hein. Il y a eu tant de guerres. Ben, c'est ça. Et en fait, les esprits sont planqués. Les esprits sont planqués dans ma région parce que il y a eu des bombardements. Il y a tellement eu de batailles. On est vraiment une terre, voilà, de croisement entre la Belgique et l'Angleterre. Il y a eu des niveaux de violence Ouais, assez ouais. exceptionnels Oui. là-bas. Et il y a tout un besoin de guérison. Et en fait, moi, mes ancêtres, enfin, parce que quand je suis arrivée là-bas, que j'ai perçu ça, je me suis dit, j'espère que vous ne m'avez pas fait rentrer, les ancêtres, pour que je m'occupe de ça. Parce que là, en fait, j'ai pas les épaules, quoi. Et en fait, non, c'est eux qui m'ont dit, pas toute seule. Tu peux pas le faire toute seule. Et c'est pas à toi de le faire toute seule. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Et donc voilà. Et par contre, là, en Bourgogne, c'est différent. Parce que je suis en Bourgogne, et, je trouve que l'expérience est radicalement différente, c'est plus apaisé. Euh, Il y a toujours de la souffrance, mais c'est pas. Enfin, les esprits sont quand même juste là, quoi. Oui, la violence a été moins intense. Oui, je pense. Après, j'ai pas regardé vraiment l'histoire de près, mais je pense que clairement, en tout cas, dans le dernier siècle, c'est sûr, quoi. Ouais. Mm. Et puis, oui, en toute chose, vous avez un regard différent, quoi. Par exemple, vous avez, enfin, vous avez pris l'habitude, c'est une habitude qui est un peu délaissée, c'est dommage, c'est de bénir la nourriture. Ouais. Ouais. Vous ressentez même il y a une chose qui m'a vraiment surpris, je n'avais jamais pensé à ça. Vous dites que les œufs, avant de jeter dans l'eau bouillante, ressentent un pic d'anxiété. Oui, alors c'est pas moi qui le Je le dis. crois J'ai pris une volontiers, mais recherche. ça, Ouais. ça m'a interpellé, cette, Ouais, bah moi, ça m'a traumatisé, hein. bah oui, Quand j'ai lu la recherche, oui, bah, je décris dans le livre, hein, c'est une recherche qui a été faite par Dr Baxter, je crois, quelque chose comme ça. Et oui, il mettait des électrogrammes sur des œufs pour mesurer un peu la réaction électrique, électromagnétique, ou je sais pas, je suis pas forte en sciences, donc, mais c'était, oui, impressionnant de voir que l'œuf qui va se faire jeter dans l'eau bouillante réagit et que les œufs dans la boîte réagissent aussi, que les plantes réagissent aussi si on les menace de leur faire du mal, de les brûler, par exemple. elle capte Et une donc, il y avait vraiment. vibration de peur. Pardon? Elle capte une vibration de peur. C'est ça. Alors de peur, parce qu'on va aller mettre nos émotions humaines sur une plante, je sais pas, moi j'y crois après, hein, mais en tout cas, il y a une excitation vibratoire qui s'est faite et il y a une réaction, quoi. Et donc oui, moi je pense que oui, il peut y avoir de la peur. Mais est-ce que ça veut dire, enfin voilà, ça veut dire aussi que ce qu'on a dans notre assiette, en fin de compte, bah, ça a été arraché de la terre, ça a été tué, si c'est enfin même que ce soit des plantes ou des légumineuses ou des légumes, ça a été arraché de la terre. Donc, quelque part, c'est voué à C'est pour mourir. ça que le sentiment de reconnaissance, quelque part, est important. Ouais, parce que quantiquement, ça change aussi l'énergie de la Bien nourriture. sûr, complètement. Donc, prier ou parler. Alors, moi, maintenant, je parle à mes œufs avant de les jeter dans l'eau. Donc, c'est un peu. Voilà, ouais. Je leur dis, enfin, voilà, quand j'achète une boîte d'œufs, déjà, j'ai du mal à en manger. Depuis que j'ai lu l'étude, j'en mange Ben pas oui, beaucoup. ça pose problème. Ouais, mais je leur parle et je leur Merci. dis clairement, merci de me donner, grâce à vous, je vais continuer à vivre et à être en bonne Oui. santé. Enfin, j'essaie, voilà, enfin, voilà, après, je le fais à ma façon. Et Merci de votre sacrifice. c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et votre vie compte, quoi. C'est-à-dire que Voilà. la vie de ces œufs compte parce elle permet à un autre être humain, à un autre être vivant de vivre, d'être en bonne santé. Donc, c'est l'esprit de tout l'esprit de votre livre, c'est ça en fin de compte, hein. Vous proposez une relation à tout, au tout, dans l'empathie, hein, Ouais. hein. Ben oui, et en fait, c'est lié. C'est-à-dire que si on retrouve une relation à tout et au tout, comme vous dites, il y a forcément de l'empathie qui se Voilà, crée, et ce monde manque d'empathie. Et voilà. si on était tous empathiques,
empathiques, ça se dit, oui. Je fais beaucoup d'anglicisme hein, depuis que je suis rentrée, mais si on était tous empathiques, on ne serait pas dans le monde dans lequel on vit. Ah ben non, non, on serait dans une culture, on aurait une culture de la solidarité C'est ça, exactement. et Et ça, donc voilà, et ça changerait beaucoup de choses, hein. exactement, voilà. Ouais, ouais. Et puis c'est vraiment comprendre notre impact au final. Donc c'est sûr que ce livre, il a un côté spirituel parce qu'on parle des ancêtres, de se relier. Il y a un côté où on parle de l'invisible et des rituels. Euh, mais il y a aussi un côté un peu engagé, c'est-à-dire c'est un côté, j'aime pas le mot écologique, quoi, mais psycho-écologique ou quelque chose comme Oui, ça. Mais il y a un côté engagé où quand on crée, quand on réentre en relation avec le tout, on prend soin aussi. Et quand on prend soin de quelqu'un, que ce soit humain ou plus qu'humain, eh ben, on s'intéresse à cette autre personne. Et quand on s'intéresse à cette autre personne, on lui fait pas du mal. On absolument. peut en D'ailleurs, vous réapprendre. dénoncez le matérialisme spirituel, Ouais, hein, ouais, ouais. enfin, Oui, qui est oui, omniprésent, hein, aujourd'hui. oui. Oui, parce que, enfin voilà, le matérialisme spirituel, enfin, c'est pas le nombre de tambours ou de cristaux qu'on a à la maison qui nous rend plus spirituels, quoi. Et il y a Non, un qui nous rend moment, meilleurs, hein, non. c'est ça, non, exactement. Et puis, enfin, moi, j'ai été aussi exposée, j'ai eu la chance ou le malheur, j'en sais rien, hein, mais de vivre dans le centre australien où j'ai vu clairement les terres des aborigènes se faire clairement voler, Oui, profit de compagnies minières oui, pour ils ont aller été chercher spoliés, ça l'or, c'est indiscutable. c'est ça, mais pour aller creuser le sol, déterrer les ancêtres pour aller bah, chercher des cristaux, là en l'occurrence c'était de l'or, mais je veux dire, tous les cristaux qu'on a à la maison, c'est la même histoire. On va déterrer des ancêtres sur des terres autochtones, arracher les terres ancestrales de populations autochtones pour le plaisir des Occidentaux qui vont avoir des cristaux sur leur étagère. C'est un exemple, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Tout à Mais, fait. et puis voilà, c'est de se poser la question, ces cristaux. Enfin, je veux dire, si c'est comme les œufs qui s'inquiètent d'être jetés dans l'eau, qu'est-ce que ça fait à un cristal d'être arraché de sa terre ancestrale? Après, voilà, quand on commence à voir le vivant autour de nous et en nous, il y a vraiment cette question, c'est, voilà, avant d'acheter les choses, c'est d'où viennent les choses, là. Enfin, combien de kilomètres ça a parcouru, combien de vies ça a pris avant que j'achète ça? Comme les tisanes, hein, il y a tant de choses chez nous. Mhm. On n'a pas besoin forcément de faire venir des choses de très loin, hein. Mais c'est ça, oui, c'est ça. On a tout. Enfin là, moi, je vois, je rentre jamais dans un magasin parce que il m'en faut 3 jours pour m'en mettre. Mais j'ai dû rentrer faire les courses hier, le rayon de Noël, quoi. Oui, oui. Les tonnes de plastique, le C'est ça. plastique qui va finir dans la terre, qui va Même finir dans les sur. magasins bio, il y a des tonnes de plastique. C'est ça, c'est ça. Et puis des trucs inutiles, je veux dire, avoir un Père Noël en plastique, des lumières, des trucs, enfin, Oui, c'est n'importe quoi. On était à un rayon quand j'étais petite, on est à 10 rayons aujourd'hui. Cette consommation, elle est absolument abominable. Moi, quand je vois ça, je vois le nombre de conteneurs qui traversent la mer, le nombre de personnes qui meurent dans des conditions abominables parce qu'elles travaillent dans des conditions, voilà. Et en fait, bon, ça sort un peu du contexte du livre, mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'intéresse au vivant, ça fait partie aussi de ça, c'est voir voilà. notre consommation. Voilà. Euh, Puis comprendre que pour apprécier un coucher de soleil, on n'a pas forcément besoin de faire des milliers de kilomètres, hein. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Il y a des C'est gens ça. qui sont capables d'apprécier un coucher de soleil que 8 jours par an quand ils sont en vacances à l'autre bout du monde. Mais Oui, on va en voir partout des couchers de soleil, hein. Il n'y a qu'à sortir un peu des villes, hein. c'est ça. Ouais, exactement. Et puis pour apprécier Noël, des fêtes de famille comme Noël, il n'y a pas besoin d'aller acheter 100 articles en Voilà. plastique pour décorer. Mais comment on rend en fait ces traditions à nouveau plus naturelles et plus connectées? Parce que c'est en se connectant au vivant qu'on peut aussi être inspiré par le vivant et puis co-créer en fait avec le vivant. Et puis dans votre livre, il y a presque 2 livres, Marie. Après, il y a toute une partie, mais qui mériterait un livre à elle seule, justement. C'est l'approche du deuil. Mm. Là, vous en Ouais. parlez magnifiquement. Peut-être que vous pouvez donner quelques pistes de réflexion à ceux qui vont nous écouter. Ouais, ouais, oui, je peux. Alors ce livre, j'ai perdu mes 2 parents quand j'étais en train de l'écrire. Donc le deuil, je baignais dedans, hein. Quand j'ai écrit le livre, je pense que ça se ressent au milieu du livre aussi parce que maman, c'était prévu qu'elle parte, mais papa, c'était surprise. D'ailleurs, son anniversaire aujourd'hui, donc j'en profite pour lui souhaiter bon anniversaire en direct.
Mais le deuil, en fait, ce qui parce que j'entends souvent le deuil, enfin, après moi j'ai vécu entre deux cultures, c'est-à-dire je vis entre la culture anglo-saxonne et des amis en Australie et ici c'est vrai qu'en France, quand moi je vis le deuil, les gens viennent rapidement dans cet esprit, ah, ça va aller, enfin, en gros, reprends-toi, te laisse pas sombrer trop longtemps. Enfin, des conseils, un peu, c'est toujours un peu des conseils, alors qu'en vrai, ou bien sois forte. Enfin, voilà, j'ai entendu plein de choses. Enfin, quand mon père est mort, c'était sois forte, sois courageuse. Et à un moment, j'ai envie de dire, mais je suis forte tous les jours de ma vie, quoi. Lâchez-moi les baskets. J'ai juste envie d'être forte, j'ai juste envie de m'écrouler, de m'effondrer, de me rouler à terre, d'hurler et de disparaître, en fait. Et le deuil, pourquoi il est important et pourquoi je l'ai mis dans mon livre, c'était pas pour parler de mes parents nécessairement, même si j'en parle beaucoup parce que ça m'a vraiment bah, hantée, hein. Mon année 2022, elle était abominable. Mais c'est aussi que le deuil, je le ressens au quotidien quand je ressens ce qui se passe pour la Terre. Le deuil, je le ressens au quotidien quand je repense à mes ancêtres, à ce qu'on a perdu. Et si je m'autorise pas à ressentir ça pleinement, bah, je peux pas m'émerveiller en fait, parce que j'ai des émotions qui sont bloquées, il y a un flux qui est bloqué en moi. Et j'ai vraiment besoin de... Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Bon, après, je suis cancer, donc c'est tout. C'est peut-être la faute de mes étoiles, ou de mes planètes, de mes astres. Mais en attendant, c'est quelque chose que je chéris. Alors, il y a peut-être des gens qui ça choque, mais moi, j'aime pleurer. Et puis, j'aime ressentir ce qui se présente. C'est pas toujours facile, mais ça me permet de faire circuler naturellement ce qui est présent en moi. Et puis, c'est en faisant circuler que j'arrive aussi à comprendre ce qui se passe. Et en fin de compte, à m'émerveiller, à trouver la joie. En fait, je me suis rendu compte que plus je me permets de ressentir ce qui me fait peur, ce qui me rend anxieuse, ce qui me rend triste, plus j'arrive à voir aussi cette joie, ce bonheur. J'arrive à trouver le bonheur dans les petits plaisirs. Et en fait, bah oui, je vais m'effondrer face à ce qui se passe en ce moment, les guerres, les génocides, les écocides qui se passent sur Terre. J'ai pas de télé, je peux pas regarder la télé, donc ça c'est catégorique. Quand je regarde la télé, je suis à terre. Donc j'évite, mais c'est pas pour éviter, c'est pour me protéger aussi, parce que sinon j'avance plus et je vis plus. Mais je, il y a ce besoin en fait de vraiment sentir les choses et je me rends compte que plus je m'autorise à les ressentir et plus je m'émerveille devant tout en fait. Euh, je vais pleurer et je vais rire en 5 minutes. Enfin, j'ai été voir un cheval ce matin dans le village pour lui donner un peu à manger. Et ce cheval, il est arrivé vers moi en courant et ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, il avait l'air content de me voir. Et en Bien fait, sûr. du coup, j'étais émue et j'ai pleuré un petit peu. Et puis après, c'est venu au sourire. Et puis, on a papoté. Et puis, c'était beau. Et voilà. Et Mais c'est ces petits... l'histoire du cheval montre notre capacité justement à créer le beau, Mhm. hein. Oui, oui, Mais- oui. C'est ça la bonne nouvelle, donc c'est justement c'est que nous sommes le changement, hein. Oui, exactement. Ça commence par nous. Ça commence Oui, par nous, hein. ouais, Et donc, oui, puis aussi, pour ça, il faut prendre le temps de ralentir. exactement. Et c'est vraiment je pense que c'est la finalité. Enfin, après, je suis en train de spoiler, spoiler, comme on dit en anglais, je sais pas comment dire, révéler en français, mais révéler un peu l'histoire du livre, mais vraiment, c'est vraiment ça, la sagesse des ancêtres, ça commence par ralentir. Et Ouais. là, je peux rebondir avec mon expérience en Australie, parce qu'il y a un moment, je faisais un travail un peu journalistique là-bas, et ici, en France, quand je faisais un travail journalistique, j'arrivais et puis on avait 10 minutes et enfin, je posais toutes les questions et il fallait que ça soit vite fait parce que je partais sur l'interview suivante. Enfin voilà. Mais arriver en Australie, auprès des aborigènes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si j'arrive et que je balance les questions et que je suis curieuse et que c'est agressif, c'est offensif, c'est trop en fait. Et en fait, le secret, c'est juste s'asseoir en silence l'un à côté de l'autre jusqu'à ce que la personne se mette à parler, soit en mesure de partager, quoi ou pas, ou juste d'observer et en observant avoir les réponses. Et c'est vraiment toute une autre façon d'approcher en fait une conversation à travers le silence, à travers les non-dits, à travers les partages divers. Et moi, en fait, c'est ce que le désert m'a offert, c'est de ralentir, d'écouter et de savoir être dans le silence.
même si je savais le faire en France, parce que j'étais tout le temps dans la forêt. Mais la forêt, il y a quand même toujours du bruit, hein. Enfin, c'est agréable, hein, c'est des oiseaux, Oui, c'est un bruit qui est beau. voilà, c'est beau, voilà. Que dans le silence, dans le désert, je me suis retrouvée dans des silences presque inimaginables et incroyables. Euh, et en fait, dans ce silence, je trouve qu'on entend, euh, même si on a l'impression de rien percevoir, finalement, on entend des choses qui ont toujours été là, à l'intérieur de soi. Il y a vraiment, il y a une beauté dans le silence. Et pour entendre ce silence, il faut savoir ralentir. C'est ça. Pour entendre sa voix, il faut savoir ralentir. Et puis oui, tous les plus beaux moments d'inspiration viennent toujours dans le silence. Oui, c'est ça. Oui. Oui, bah, tant qu'on est distrait, on n'entend pas sa créativité, on n'entend pas sa Voilà. voix intérieure, on n'entend pas son chemin de vie, en fait. Donc Voilà. la distraction est là. Ou dans un bruit mécanique, c'est très difficile, hein. Ouais, Très, très ouais, difficile, hein. oui, mhm, ouais, Bon, c'est sûr. j'espère que je n'ai pas été trop offensif, justement, dans mes questions. Non, pas du tout, non. Non, c'était un plaisir, c'était un Hein. plaisir. Mais donc, il n'est jamais trop tard pour justement renouer avec nos ancêtres, hein. Mhm. C'est ça qu'il Voilà, faut bien comprendre, hein. c'est ça. Et il y a mille et une façons de le faire, c'est surtout ça, Voilà. hein. Avec nos ancêtres, avec la terre, avec le tout, C'est ça. hein. Le tout est notre ancêtre, voilà. Voilà, hein. Et pour ça, vous avez un bel instrument déjà, hein. Ouais, Voilà. merci. Un, un grand merci à Celle-Marie. Merci beaucoup, Christian, pour cette interview. Merci.